Je sais que c'est pas moi que vous attendiez, c'est bien. J'ai vu qu'on avait beaucoup de gens qui venaient non seulement de France, mais d'ailleurs. On a un peu d'Allemagne, on a un peu de... Who is coming from out of France? Who is coming from foreign cities? Who? Elle écoute pareil. Est-ce que je sais qu'elle est de l'Allemagne? Here. Ok. On a annulé en fait la conférence. C'est pour ça que je vous demande en fait. Je vais d'abord accueillir mon compère sur ces conférences. Je vous demanderai d'applaudir chaleureusement Dan Cardozo, s'il vous plaît. Et Dan, je crois que tu as une nouvelle voix à nous offrir. Bonjour à tous. Alors, ça va être très pratique de faire les traductions avec toi aujourd'hui. Ça va aller, vous inquiétez pas, je vais juste devoir parler très C'est ça. bas. Donc on va le rebaptiser, ça va être Barry White Cardozo. Ça te va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez bien? Non, alors, qui était là hier? Ok, donc ceux qui étaient là hier, vous avez que ça à redonner. Attends. Qui n'était pas là hier? C'est bon, parce que j'ai eu peur, je me suis dit, s'il y en a qui répondent ni l'un ni l'autre... Alors, va falloir vous chauffer un petit peu, d'accord? Parce que si on veut les faire monter sur scène, il faut leur montrer que vous êtes contents, hein, qu'ils soient là. Il faut leur montrer que vous êtes motivés, que vous avez envie de les voir. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui viennent de pays étrangers, donc manifestez-vous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez envie de les voir? Et on commence par... Amber Benson, s'il vous plaît! Et le dernier, mais pas des moindres. Et Anthony Stewart Head. C'est la dernière conférence du week-end, donc c'est l'unique chance. Si vous avez des questions à leur poser, on est là pour ça. Enfin, ils sont là pour ça, nous on est là pour faire le relais entre vous. Première question, on va y aller tout de suite. Le troisième rang, ici, le monsieur se lève. Comme ça, Before we start, could I have a favor? Do you mind before we start? I like anyone that is dressed in a costume from Buffy or Smallville or any show that I've been on, I like to film and put on my Facebook. But at the end, and then I put them all together in a little film for my Facebook. But at the end, I'd like to give them a round of applause, which I'd like to get you guys to do for free, if you don't mind. So can I film the audience and they can cheer? Is that okay? Can you? Il est en train de dire que toutes les personnes qui sont en cosplay de toutes les séries dans lesquelles il a joué, que ce soit dans Buffy, dans Smallville, etc., qu'il a envie de vous filmer tous déjà, parce qu'il veut les mettre sur Facebook. Donc est-ce que tous ceux qui sont habillés en cosplay de Buffy ou de Smallville, s'il y en a qui sont ici, là, maintenant, vous pouvez vous lever? Ça c'est facile celui-là, il est facile celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Là-bas, il y en a, viens par là. En cosplay, costumé en Buffy. Je sais que j'en ai vu plein en fait aujourd'hui. Parce que du coup, ce qu'il disait, c'est qu'il veut les mettre sur son Facebook et il veut surtout aussi que toute la salle, vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Allez, il y en a d'autres, là, il doit y en avoir. Allez, venez par là, devant. Venez devant. Vous pouvez applaudir les mains en l'air, hein. Que ça donne quelque chose, levez les mains. Tout le monde, les mains en l'air, allez. Faites du bruit. Et maintenant, allez vous asseoir. Voilà. Ok. Et maintenant, tous les gens cosplayés en Dan Cardozo se lèvent. Ok, on avait un monsieur qui avait le micro déjà pour une question. Vas-y. Ça va, c'est bon. Hi guys, my name is David, nice to meet you. Hello. It's a question for all of you. Well, Amber, you were lucky enough to come into the show with the episode Hush, which is a great episode.
and I was wondering how it is to be specifically in an episode directed by Joss Whedon, and how it is different, any difference with the other director. I got used to not getting a lot of direction. They would just let me do what I did most of the time. But Joss was very specific, every moment. And you were talking about Hush. With Hush, there's no dialogue, so all of the moments have to be crafted in silence. And I never got so many notes in my life. You know, come here, look left, and at that point you're surprised, and then look down, because the entire story is just in those corners that you're turning. And I remember feeling like, be quiet, man, I want to do my thing. And Joss just he was very specific. Yeah. Yeah, just very... Okay, Joss was remarkable. He had such soul. He knew exactly what he wanted. He'd written it, obviously. Unlike other directors who were interpreting what he'd written, he would envision as he was writing it. In Hush, I remember when they were auditioning The Gentleman, and he just said he wanted to see mimes, and they turned up and they were really creepy, and that was it. He auditioned mimes for The Gentleman. There was a scene when we're all I'm trying to show Buffy and the guys what's happening, and we were in a lecture theatre. All I can say, it was quite funny to do. And the other thing, he did instead of a script, we got like a half-page beat sheet, which was literally describing what was going to happen. It was weird, because normally we'd get like a 30, 40-page script, and we just got half a page, because there was no dialogue. That was, my first episode, and I think that was my first experience with Buffy, was having Joss direct. So, he's an auteur. He knows what he wants. He wrote it. It's his vision, and he's very precise. And that's what it was like in general with the dialogue. You didn't ad-lib. You didn't make up stuff. You said the lines exactly as they were written on the page, because there's a cadence and a way of speaking that is inherent in the way he writes. And if you don't say it the right way, it comes out funny. Alors, la question déjà commençait, quelle est la différence quand ils sont sur un épisode qui est dirigé par Joss, et quand c'est un autre... quand c'est un autre réalisateur. Et en plus pour Tara, pour Amber, qui est arrivé dans l'épisode Hush, puisque c'était son premier et qui lui était dirigé par Joss. James a commencé par dire, en général, lui de toute manière, on le laissait plutôt tranquille, on lui donnait pas spécialement beaucoup de direction, on le laissait faire un petit peu à sa sauce, parce que voilà, sa gestion de Spike, il le faisait très bien. Il dit par contre, quand il était avec Joss, là ouais, Joss il lui disait quand même, il lui donnait un peu plus de direction pour ce qu'il voulait. Il dit par contre sur l'épisode Hush, il dit sérieusement, il dit mais jamais de ma vie j'ai eu autant de notes sur mon script tellement il faisait les trucs. Il dit parce que il y a une manufacture en fait, vu que c'est un épisode qui est muet, il dit c'est que des trucs qui sont imbriqués. Il dit regarde à gauche, là maintenant tu fais ça, là tu regardes à droite. Il dit parce que tout est dans la structure du mouvement, donc c'était des notes et une direction vraiment très particulière. Là-dessus, Anthony disait qu'effectivement la particularité de Joss comparé à d'autres, c'est que il interprète pas la manière dont les scénaristes ont écrit. Il respecte ce qui a été écrit et comment diriger l'acteur sans lui en dire trop, mais sans rien perdre de la façon de
de la façon dont ce qu'ils ont voulu dire doit être exprimé. Et il se souvient notamment d'une scène qui était assez rigolote à tourner. Il dit, vous savez, c'est quand ils sont dans l'amphithéâtre et qu'il doit expliquer avec les calques, et que cette scène était assez impressionnante. Il dit, par contre, ce qui était marrant, c'est quand on a reçu le script original pour lire, il dit en général on a 30, 40 pages de script. Là, on a eu une demi-page, vu qu'il n'y avait aucun dialogue. On a eu une demi-page de, voilà, on vous explique un peu ce que va être le truc, et après on verra sur le moment. Et pour ce qui est d'avoir casté les gentlemen, il a dit de toute manière, je veux des mimes. Je veux des vrais mimes pour faire les gentlemen, et on verra ce que ça donnera. Et en fait, ils étaient tellement flippants qu'il a dit, ok, c'est bon, on prend cela. Pour Amber, elle disait, moi, comme c'était mon tout premier, c'était mon tout premier épisode, et j'ai pas eu j'avais pas forcément d'expérience avant pour savoir, mais là, l'épisode, il était écrit par Joss, réalisé par Joss. Elle dit, il n'y a aucune interprétation possible pour nous. On n'a rien à rajouter en fait. Elle dit c'est écrit de telle manière, on doit respecter le dialogue parfaitement, sinon on change complètement ça limite ça deviendrait drôle alors que c'est pas fait pour être drôle, et voilà, c'est du millimètre notamment sur cet épisode là. That was awesome. Super. Awesome. Merci. Et nous avons fini cette conférence. Question suivante. Allez, mercredi. Je sais que tu veux poser une question. Non, mercredi, elle est derrière toi. On te refera de la culture, t'inquiète pas. J'ai juste une question par rapport aux méchants. Je sais que j'ai été traumatisée toute ma vie par les gentlemen. Lequel, pour eux, est vraiment le méchant le mieux réussi ou le monstre le mieux réussi? Dans toute la série, hein, bien sûr. So, with all the monsters, the bad guys that you had in the show, she was traumatized by the gentleman, like I think most of people. But for you guys, each one of you, which was the best bad guy or monster or Spike. Yeah, Spike, yeah. Qui est d'accord avec eux? Ouais. Who's agree? Who agrees? Who agrees? Yep. Et donc? Anthony as demon. Spike and the Gentleman. As a music group. That would be the most interesting villain ever, right? Like Spike with the Gentleman doing like a full-on, yeah. I like that. Spike and the Gentleman as a music group. Yeah! Oh, vous imaginez si on pouvait faire un groupe de musique, Spike et les Gentlemen? Yeah, I've just been reminded, close second to that is the Fieral Demon. Yeah, yeah, he was. Je dis en fait en réfléchissant, non, le démon Fieral. Vous savez quand c'est Giles qui est transformé par Ethan Rain. I remember coming to set when they were filming The Gentleman, the first night. Like my scene was right after the first scene of The Gentleman floating, and I came to set and Joss was like yelling, yeah, yeah. And I'm like, what's up? He's like, I got The Gentleman to float. And it had taken him like 8 hours to get, they didn't know if they could do it. And it wasn't working, and they finally got the shot. But apparently it almost didn't happen. But yeah, he was over the moon. Yeah. Il dit en fait, il se souvient pour l'épisode Les Gentlemen, il se souvient de Hush, il se souvient de lui, la toute première scène de James, c'était la scène qui était juste après la toute première scène des Gentlemen. Vous savez où ils sont dans la rue sur le campus et ils sont en train de flotter. Et il dit, moi je suis arrivé et là d'un seul coup je vois Joss qui était là, ouais super. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais j'ai réussi à les faire flotter et en fait la scène ça a pris 8 heures. Pour vraiment réussir à avoir cette impression où il flotte, et ça a failli ne jamais arriver et être dans la série. Question suivante, le deuxième rang, ici. La demoiselle avec les lunettes, lève-toi. Là, c'est une question pour James. Pourquoi à chaque fois que Spike vient à Sunnydale, voilà, parfait. il casse le panneau de Sunnydale, justement? The question is for you, James. Why, each time
Spike comes back to Sunnydale. He breaks the road sign saying Sunnydale. Because vandalism is awesome. That sign is ugly, man. I hated it. I hated that sign. Yeah, I would go 5 miles out of my way just to pass that sign. Parce que le vandalisme c'est génial et que ce panneau il est hideux, il dit voilà, et donc je faisais 5 miles de trajet de déviation juste pour pouvoir l'éclater. Question suivante. Allez au milieu. Et après, la demoiselle avec les cheveux roses. Voilà. Une question pour les 3 acteurs. Quel est Les 3 acteurs Les Ah, j'ai compris, mes 3 acteurs. Non, les 3 acteurs. Quel est l'épisode qui vous a procuré le plus d'émotions? Celui qui vous a le plus touché? It's for the 3 of you. Which episode gave you the most emotions? Did you feel the most emotions? The death of Jenny Calendar. La mort de Jenny Calendar. Not just one, but from the moment that Spike wakes up in a cold sweat and realizing that he's fallen in love with Buffy, all the way through to the end of the show, of the end of the 7th season, was one long march of pain. Il dit, je peux pas te donner juste un épisode. Il dit, à partir du moment où Spike se réveille torse nu en sueur et qu'il se rend compte qu'en fait il est amoureux de Buffy, jusqu'au tout dernier épisode, c'est une longue marche vers la douleur. I think for me it's the body. Just that episode is so painful, and acting in it was intense, and watching it was also very like emotionally. Yeah. L'épisode The Body, donc celui où la mère de Buffy meurt, elle dit déjà de le jouer était vraiment intense, et même de le regarder c'était dur. Question suivante. Vous pouvez applaudir, allez-y. Tant qu'à faire. Alors. Non, vas-y. Okay. Hi. Over here. Ah, tu vois, il faut se lever. I was wondering if you can remember a moment when you got a script and you were like, oh my god, yes, I get to do this because it was crazy, out of character, or just so cool. Est-ce qu'ils peuvent nous raconter un moment où, quand ils ont reçu le script, ils se sont dit « Ouais, cool, je vais enfin pouvoir faire ça, quoi. » Que ce soit parce que c'est un truc de fou pour le personnage ou quoi. Every single time. My favorite script wasn't on Buffy, it was on Angel, when I got to kick his ass. Like, when you get to kick his ass on his own show, like that is just incredible, yeah. Il dit moi j'avais ça à chaque fois, mais la fois où je l'ai eu le plus, c'est dans la série Angel. Il dit la fois où je l'ai démonté. Il dit et pouvoir démonter Angel dans sa propre série, ça c'est cool. I can't remember. I was in Giles' apartment. I think it was Michael Gershman who was the DP. He came up to me, Michael Gershman, and he said, "Oh, did you know you were going to be a demon?" And I was like, "Oh, that's really cool. I get to be a real badass. Hooray!" And then I read the script and found out it was basically Giles in his midlife crisis. Il dit c'est pas en recevant le script, mais c'est un moment où en parlant avec le directeur de la photographie, il lui dit en fait tu sais que tu vas être un démon, et Anthony qui dit sérieux, cool, trop bien, je vais enfin pouvoir être un démon et être méchant et mauvais
Et en fait, en lisant le script, je me suis rendu compte que c'était juste Giles qui faisait sa crise de la quarantaine, quoi. Restless, the season 4 ender, right? I got to like wear awesome cool clothes and have a quasi makeout scene in an ice cream truck, which was interesting because it brought out every male crew member to come and help with the ice cream truck, while Allison and I were sexy timing it up inside, sort of. I mean, you don't really see it, you just hear us going. Et pour elle, c'était dans l'épisode Restless, qui est le dernier de la saison 4. Elle dit parce que je me suis quand même retrouvé à porter des super vêtements, à être sexy, à avoir une presque scène d'amour, d'avoir tous les mecs de l'équipe technique, cast et tout, qui étaient là pour nous voir dans nos fringues sexy, en mode. Elle dit alors que basiquement c'était juste comme ça. Can I just add one? Just before Restless, Joss asked me up to his office and said, I have some good news and some bad news. Which do you want first? And I said, oh, give me the bad news first. And he said, well, in this episode, once again, you are doing the explanation, you are saying how the story, explaining the story. And I was like, ah. And he said, okay, the good news is that you get to sing it. Dans le dernier épisode, donc Restless, toujours le même, il dit, Joss l'appelle dans son bureau, il dit, bon écoute, j'ai deux choses à te dire, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle. Il dit, vas-y, commence par la mauvaise. Il dit, bah tu vas encore devoir te retrouver, enfin c'est encore toi qui vas devoir expliquer ce qui se passe, comment, la situation et tout. Anthony fait, oh. Il dit, la bonne nouvelle, c'est que par contre tu vas devoir le faire en chantant. That was one of the reasons that Buffy was such a good show. Because that heavy lifting, the exposition scene, no actor wants that scene. It's because nothing actually happens. You're just giving information so the rest of the story can play out. And it's the heavy lifting. And your problem was that you did it so well. Every time, because I was a fan of the show while we were doing the show, and I couldn't wait to watch the show. And the exposition scene would be over before I realized it was happening. I was just interested in what you were doing, and then I learned what was happening. But yeah, you were fabulous. That was the big reason why it was a good show. Merci bien. James disait Anthony, mais sérieux quand même, c'est ça aussi qui faisait la force de Buffy. Il dit c'est que les scènes justement où on explique ce qui va se passer, etc., et qui va définir un peu l'histoire et pourquoi la suite, enfin toutes les imprécations qu'il y a et tout ce qui en découle, il dit, et c'est quand même souvent les scènes les plus difficiles pour pas plomber, que ça prenne 30 ans à expliquer. Il dit en fait c'est pour ça que ça tombait toujours sur toi. Il dit parce que tu les faisais tellement bien que du coup il n'y a que toi qui pouvais les expliquer. Il dit, et en plus, sérieusement, il dit moi j'étais fan de la série pendant qu'on jouait la série. Il dit et quand je regardais la série, à chaque fois, je regardais le truc et j'étais là, waouh, t'avais déjà fini d'expliquer la scène que c'est déjà passé. Il dit parce que vraiment tu le faisais trop bien et j'attendais ce moment-là en me disant vraiment waouh. Nouvelle question. Allez, on va aller au fond. Oui, micro. Alors, il y a une personne qui est debout avec une chemise à carreaux. Je suis désolé, je te fais marcher. Making you work for it today. You're horrible, dude. Hello. Hello. Je vais faire la question en français. Donc c'est pour les trois acteurs aussi. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que le personnage de Tara allait mourir et surtout aussi injustement par une balle perdue? The question is for both of you. How did you react when you read the script and realized that Tara's character would die, and in a so randomly way? I was angry. I of all the characters,
I could not figure out why they. Yeah, I was ready to have a rebellion. To rebel, to say I will not film, you know. And then I thought, you're not in control here, you know. Brokenhearted. I was actually at home at that point because it was season 6, and I'd gone because I did instead of being a regular, I was at that point I was a recurring artist, so I did 8 episodes in season 6. When I didn't find out until it had already been shot. I was devastated. No, seriously. But I knew what they were doing, which was very clever. It was nothing is safe. And when the viewer knows that nothing is safe, it makes your anticipation that much more keen. You're that much more involved in the story because no one is safe. Pour James, il dit ça l'a mis en colère. Vraiment, il était en mode. Mais moi j'étais prêt à me rebeller. J'étais en mode non, je jouerai pas, je ferai pas l'épisode. Il dit puis bon après bah, t'apprends le contrôle sur toi. Et pour Anthony, il disait lui à cette époque-là, il était plus un des personnages principaux, il était en acteur récurrent. Il était à la maison et donc sur le moment il savait pas ce qui s'est passé. Il l'a su que quand il a vu la série, il dit mais j'étais dévasté le truc. Mais quand j'ai su pourquoi il le faisait, puisque qu'est-ce que ça a amené derrière, donc le Dark Widow, etc. Il dit, là j'ai compris et j'ai trouvé ça brillant comme idée. Il dit surtout ce qui était impressionnant, c'est de se rendre compte qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien de sûr. Il n'y a plus rien de sûr pour personne, ni pour les personnages, ni pour eux même en tant que personne. Et du coup, ta manière d'interpréter et d'anticiper est complètement différente. Tu n'as plus la même perception de et la suite et qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Merci. Ils ont dit oui. Okay. I just have one question. Again, it's for both of you because during the whole show, both of you have like I don't know how many funny scenes. Like you in the bathroom, in the tub, tied to the tub, or when you are in the Farial team and he's telling you that your only power is the mucus, and a lot of things like that. How did you manage to, like, did it take a lot of time to shoot the scenes because you were laughing, or you were like straight? I tell you, it didn't take any extra time at all. Because it didn't. When you're in character, it doesn't seem funny to you. It's only funny to the audience. If the comedy for film, if the comedy is really well written, you play it like a drama, and some of the funniest people in the world are not aware that they're funny at all. You know? So no, a lot of times I would watch the show and I would get the laugh. I'd be like, "Oh my God, that was funny!" But when I was acting it, I wasn't aware that there was a joke there at all. I would also say that because we were shooting like 14 hours a day, every minute counted, and occasionally there would be a laugh or something, you wouldn't feel pressured. You didn't feel someone breathing down your neck saying, come on, get it on. But at the same time, you concentrated, you focused, you know. So it was, and that's what made it fun, because it was good work. Yeah, we were known as Buffy the Weekend Slayer because we worked up to 20 hours a day. Like most television shows work 12 hours a day and that's it. Because after 12 hours you have to pay the crew double. So they just cut it off like a knife. But Joss was never satisfied with the quality. He always wanted more. So when you work 12 to 20 hours a day, it was mostly 16 to 18 hours a day, you get really tired. Like there were no practical jokes on the set. There was no
like, let's play a joke on this person and let's ruin the shot just so we all laugh. There was no time for that. We were wanting a little bit of sleep. En fait, moi je leur demandais, puisque Anthony, enfin Spike et Giles ont quand même énormément de scènes tout au long de la série qui sont assez drôles, si des fois ça arrivait de se marrer tellement les scènes étaient incongrues. Et Jeff disait, il dit pas tant que ça, il dit parce qu'en fait, quand on écrit une comédie ou un truc comme ça, finalement quand c'est vraiment bien écrit, on le joue comme un drame et non pas comme vas-y on va se marrer, etc. Ce à quoi Anthony a ajouté, effectivement, il dit en plus de la série en disant oh en fait c'était drôle, mais il s'en rendait pas compte forcément sur le moment. Et après il disait en même temps on travaillait, la plupart des séries, une journée de tournage c'est 12 heures, parce qu'au-delà de 12 heures il faut payer beaucoup plus. Il dit nous sur Buffy des fois on allait jusqu'à 20 heures par jour de tournage et il tournait en moyenne entre 16 et 18 heures par jour parce que Joss n'était jamais satisfait de la qualité, il voulait toujours plus, toujours plus. Et du coup, il n'y avait vraiment pas le temps pour se faire des blagues, c'était quand même relativement carré. Il dit puis le temps qui nous restait, on pouvait juste un peu dormir quand même. Donc, like there was a line like I'm tied to a chair and someone makes a bear out of thin air, and I've got the line, you made a bear, undo it. Like, when I was playing that, I'm just panicked. I'm tied to a chair that's gonna eat my legs off. So I'm not aware that it's funny at all. Or when I said, out for a walk, beach, you know, that was just because I was humiliated at that time because I got caught stalking Buffy. And she's like, what are you doing out there? And I'm like, well, I'm just trying to get a glimpse of you, you know, but you can't say that. And so it's just embarrassment and humiliation is all I'm feeling. But because it's real, the comedy kind of plays better. Il donnait deux exemples. L'épisode justement où ils sont dans la maison de Giles et il est attaché à sa chaise. Et avec l'épisode avec les Indiens. Et à un moment, il y en a un qui se transforme en ours et puis il est en train de sauter. Il fait mais t'en as fait un ours, défais-le. Et il dit ok, en le voyant c'est drôle. Il dit moi sur le moment j'étais en panique, en mode le truc il va me bouffer une jambe, Il dit c'est pareil sur le moment où il avoue à Buffy, il dit je vais te le dire en 5 mots, dehors pour prendre l'air, sale bitch. Il dit bon le bitch il est rigolo, mais moi à ce moment-là pour Spike il vient de se faire choper en train de la harceler. Il dit donc finalement c'est une situation qui est humiliante, il vient d'être cramé, etc. Il dit moi au moment où je le joue je suis humilié. Et puis après, quand on le voit, oui, c'est rigolo parce que le bitch qui sort de nulle part, mais en le jouant, non, c'est pas du tout ce qu'il ressent. Yeah, this is why, sorry. This is why the movie Buffy the Vampire Slayer sucked. And why the show was good, because the movie was aware that it was funny. They were sending it up. It was more goofy. Campy, schlocky. Yeah, campy, schlocky. Whereas in the television show, we were just playing it dry, as if it were a drama, and let the humor happen in the dialogue. Yeah. Et c'est pour ça que le film que j'ai sorti avant, c'était une vraie daube, parce que en fait ils l'ont écrit et ils l'ont joué comme une comédie. Donc du coup ils en ont rajouté des caisses et du coup il y a tout qui passe à la trappe. Alors que la série Buffy, ils l'ont joué de manière brute, sèche, etc. Vraiment comme un drame. Et ce qui fait la partie comique, c'est juste des petits moments dans les dialogues et qui sortent complètement du contexte drame. Et c'est ça qui fait le succès aussi de la série. Now I'll shut up. Allez, on a encore le temps pour quelques questions encore. On en a fait une là, j'en fais une au milieu ici. Mademoiselle. Il reste quoi 2-3 minutes? Non, c'est fini? Ah bah non, ça va pas être fini. Commencez à poser la question. On commence par, attention. Alors moi, c'était une question pour James. Je voulais savoir comment il avait réagi quand il a su que Spike devait presque violer Buffy.
Il en reste une question après ou pas? Je suis pas sûr. Hein, histoire d'après avoir une question un truc sympa. un peu léger après. No, because they were like, it's the last question, but the question is kind of hard, so if we're gonna have a maybe question after that. Yep. How did you react when you read the script and you read that Spike would attempt to rape Buffy? That was the hardest day of my professional career. I don't like to watch movies that have that in it. I refuse roles that have that in it. I have a very intense reaction to those kind of scenes. I could not refuse. I was contracted to do anything that Joss thought. What I will say is that, where are you? Right on, yeah. What I will say is that one of the reasons that the writing was so good on Buffy was that Joss was asking of his writers to come up with their worst day, the day that keeps them up at night, the day that they don't talk about, the day that they hurt somebody, or the day that they were hurt so badly that it is their dark secret. And then slap fangs on top of that secret and tell the world. And so the writing on Buffy was an act of sustained bravery and vulnerability from a really good group of writers. And for that scene, the idea came from one of the female writers. In college, her boyfriend broke up with her and she went to his apartment and threw herself on him, thinking if they made love one more time, everything would be fixed. And yeah, and he had to physically throw her off. And this was one of the big pains of her life. So, because Buffy is a superhero and can throw Spike through a wall if she wants, the thought was they could use her experience for Spike and Buffy. When I got the script, I went to the writers and said, look, that's true, but everyone who watches Buffy is Buffy. That's the vicarious ride that we give the audience. When I watch Buffy, I'm Buffy. And the people that are watching aren't superheroes. So I'm gonna be raping them. And it's not gonna work the way you want it to work. But Joss said that he had to find a way so that the audience did not want Buffy to be with Spike anymore. He was trying to convince the audience, Spike is evil. Buffy deserves better than that. And the audience kept saying, we don't care. And it was frustrating him. And he kept having me do worse and worse things. And it wasn't convincing the audience that we didn't belong together. And they finally went that far to make the point. Oh. En fait, déjà, James, il déteste, il ne regarde jamais des films où il y a ce genre de scène. Il refuse à chaque fois tous les rôles dans lesquels son personnage pourrait agir de la sorte. C'est vraiment quelque chose qui le met très mal à l'aise, avec lequel il est très inconfortable, et donc c'est un point d'honneur qu'il fait à faire. Par contre, au niveau de Buffy, dans son contrat, il a signé un contrat sur lequel il a l'obligation, de toute manière, de faire tout ce qu'on lui demande dans la série. Et quand on est arrivé à ce moment-là, il faut savoir qu'en fait, au niveau de l'écriture et de la scénarisation de Buffy, tous les scénaristes, en fait, Joss, tous les jours, il les met dans une pièce et c'est « Je veux que vous arriviez tous les jours pour écrire avec en tête votre pire journée. Votre pire journée, la fois où vous avez eu le plus mal, la fois où vous avez blessé quelqu'un, ou alors on vous a le plus blessé, la fois où donc vous avez le plus honte,
quel est votre plus grand secret, le truc que vous ne direz jamais à personne. Il dit, je veux que dans votre écriture, vous le racontiez, et comment vous l'avez aussi surmonté, et que ça, vous le partagiez. Il dit, du coup, dans Buffy, ce qui en ressort dans l'écriture, c'est ça, c'est que oui, on a de la douleur, mais comment on en revient et tout. Et l'idée de Spike qui essaye de violer Buffy, ça venait d'une femme scénariste dans la série qui, elle venait de... Son mec, quand elle était à la fac, son mec venait de la jeter, et elle s'est dit... Si je me jette à lui, si je m'offre à lui une dernière fois qu'on fait l'amour et tout, ça va repartir comme en 40 et on va aller très bien. Et le mec, ça a été jusqu'à un point où le mec a dû la repousser, elle, violemment, pour lui dire non, c'est bon, stop, on arrête là. Et donc elle de se retrouver avec cette honte. Et ils se sont dit, eh ben, on va pouvoir retranscrire le truc entre Spike et Buffy, puisque Buffy a la force de pouvoir repousser et de jeter Spike, pardon, et de rejeter Spike. Et dit et James leur dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Il dit, tout le monde, tous ceux qui regardent Buffy, on est Buffy. Il dit, moi, quand je regarde Buffy, je suis Buffy. Il dit donc, pour tout le monde, quand on va regarder la série, Spike, il va violer tout le monde. Il dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et Joss lui dit, attends, tu comprends pas un truc. En fait, moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que Spike, il est mauvais pour Buffy. D'accord? Spike, j'allais dire evil. Spike, il est méchant, il est mauvais, il est pas bon. Il faut à un moment arrêter la relation. Il dit donc, ils m'ont fait faire des choses de plus en plus mauvaises. Le truc avec le docteur, les œufs, le machin, etc. Et ça montait crescendo. Et tout le public était là. Ouais, on s'en fout. Oh, Spike Buffy. Il est méchant. Ouais, mais il est mignon, on s'en fout. Il dit, il y a un moment, il fallait atteindre un point tel que là, tout le public fasse OK. Là, d'accord, on arrête et on accepte. Donc c'était vraiment pour mettre un point d'honneur et un arrêt à la relation Spike-Buffy. Et là, du coup, il a compris le truc. Merci pour la traduction, Dan, parce que tu as plus de choses à dire qu'hier, c'est encore pire, même tu n'as pas de voix et du coup on te fait plus parler, ça c'est pas très gentil. Allez, on fait quand même une dernière rapide et légère, si c'est possible. Et on finit par le deuxième rang, la demoiselle avec les lunettes. Oui, toi, lève-toi. Alors j'espère qu'elle est bien ta question, tu vois. Et qu'elle est rapide, parce que sinon je vais me faire allumer. Hello, I have a question for Anthony. Did you personally identify more as rebellious musician Giles or studious librarian Giles? And like, which one did you like play more? You better ask my family. I guess the thing I loved about Giles was that he was, I mean, I started off asking Joss when I auditioned whether he was Prince Charles or Alan Rickman. It seemed to be a bit of both, and he said, well, maybe a bit of both. And I started off kind of this bumbling, soft, kind of sweet guy, and Joss kind of introduced the edge quite quickly, and it gradually didn't take over, but I was the only character to kill a human being. It's true. The only character that killed a human being. And lived to tell the tale. But that's the thing I love about being an actor, is I get to play so many facets. And as I said earlier, I wanted, you know, when I got to be a demon, I thought, yeah, I'm going to be really, and I wasn't. I was kind of silly. But yes, there was an edge to Giles which I loved playing, and I've, you know, since then I've played lots of horrible people. But no, Giles was, because he was multifaceted. I loved him. Do you identify yourself most? The rocker, man. Who do I? You're the rocker, Tony. The rocker. The rocker. Rocker. He's the rocker. Probably once was. No, the whole thing as an actor is you draw on parts of yourself that reflect the character. I wouldn't say that I'm as edgy maybe, but there is an edge to me, which I you know,
I try to live above and get over, but there's a part of me which I don't like, and occasionally he comes through in characters. That's what he's there for, I guess. La question à la base était, est-ce qu'il est plus le Giles studieux à la bibliothèque, ou est-ce qu'il est plus le taré, fumeur, etc. et rocker? Et au départ, il commençait d'abord par expliquer que ce qui était super c'est que au tout début de la série, quand il a demandé à Joss, Joss lui a dit non, mais c'est un personnage qui est plutôt sobre, soft, etc. Et en fait, l'idée de ce qu'était Giles avant est quand même arrivée assez rapidement, jusqu'à finalement un point de non-retour, puisque le personnage de Giles est quand même le seul à avoir tué un être humain. Dans la série, et à avoir vécu quand même après pour pouvoir aussi le raconter. Il dit pour ce qui est de auquel il ressemble le plus, il dit, vous savez, au final en tant que... Alors là, James il dit, toi t'es le rocker, c'est clair, t'es le rocker, Et il dit, mais en fait, pour interpréter des personnages, tous en tant que comédiens, on est obligé d'aller chercher des facettes qu'on a tous. Donc oui, il a la facette où il va être plutôt calme, etc. Des facettes où tu dépasses un peu les limites, les bornes et comment tu essayes de revenir. Mais c'est ça aussi qui rend le métier intéressant et ce qu'on est. C'est qu'on est plusieurs facettes en même temps, réunies en un. Et voilà, et on remercie tout le monde. Finish for today. On les remercie avec la plus grosse salve d'applaudissements du week-end, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour. Dan est magnifique. Et on applaudit Dan, évidemment, bien évidemment, on applaudit notre traducteur émérite. The picture with all the audience. Allez, mettez-vous tous là, rapprochez-vous tous. Et on lève les bras et on fait beaucoup de bruit si on veut. Voilà. Allez, on fait du bruit. Ils les voient pas derrière. Les gens ils voient pas. Merci, on les applaudit une dernière fois. Un Marvel seul. C'est vrai qu'il a fait ma voix de